Salam alaikum, bienvenue à vous pour un nouvel épisode des hommes viennent du bled et des femmes de Dubaï. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Cyril Lankar. Bienvenue à toi Cyril. Salam Merci. alaikum. Alaikum salam. Du coup Cyril, je t'ai connu par Élève ta voix, donc avec Sofiane. Donc tu es d'ailleurs sur les réseaux plus connus par rapport à ça, c'est-à-dire que tu permets, en tout cas tu fais des formations pour apprendre à élever sa voix, bien parler en public, tout ce qui est prise de parole en public. Mais en regardant d'un peu plus près et surtout en découvrant ton livre « Fils d'Abraham », je n'ai pas encore tout lu, mais le peu que j'ai lu, ça m'a passionnée. On va en parler. On va parler donc surtout de Cyril Lankar aujourd'hui, ton parcours en tant que musulman, ton parcours de vie. Et tu sais que donc dans mon podcast, moi, mon domaine de prédilection, c'est le couple, le mariage, comment on peut s'y préparer au mieux, comment on peut construire un couple solide. C'est le but de ces interviews. Et donc, on aura ton regard d'homme musulman marié. On va en parler, Inch'Allah. Alors, avant de démarrer, Cyril, à parler justement des relations amoureuses, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours parce que c'est hyper important de savoir d'où tu viens pour mieux comprendre ton regard justement sur le couple. On te connaît, donc on a dit à travers Élève ta voix, mais tu as plusieurs cordes à ton arc. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je suis Cyril Lankar. Je suis issu d'une famille juive. Je me suis converti à l'islam en 2012. Je suis marié, père de famille, j'ai une petite fille. Okay. Et je suis auteur, formateur. Je suis formé en thérapie narrative, en art-thérapie, en constellation familiale depuis peu. On va en parler. Et j'accompagne aussi les gens sur Instagram, sur leur communication. D'accord. À côté d'Élève ta voix. Ok, c'est une continuité en fait. C'est ça. C'est comment savoir s'exprimer à l'oral, alors, mais aussi en vidéo, c'est un autre exercice. Il y a la vidéo avec Élève ta voix, mais j'accompagne aussi les gens à parler de leur histoire sur les réseaux pour se faire connaître de leur audience, pour créer de la confiance, créer un lien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se positionnent comme experts, mais on ne les connaît pas. On a besoin de connaître les gens aujourd'hui pour leur faire confiance. C'est vrai. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, tu t'es converti donc à l'âge de 26 ans, je crois. Ouais. Comment, en fait, tu vivais le célibat avant la conversion ? Comment tu l'as vécu en tant que musulman ? Est-ce que tout de suite, quand on se convertit à l'islam, on se pose la question du mariage ou pas ? J'aimerais savoir, tu vois, j'ai envie de reprendre à ce point de départ-là, donc de la conversion. Moi, je suis passé du coq à l'âne. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une vie normale. Je n'étais pas converti, j'avais des petites copines, des amoureuses. Et puis, une fois que je me suis converti, je me suis vraiment converti. Je fais des études théologiques, j'étais vraiment à fond dedans. Je n'étais pas un demi-converti. J'étais très, très spirituel, je priais beaucoup, je pratiquais beaucoup. Donc là, pendant 2 ans, j'ai plus rien fait. D'accord. J'ai vu personne, mais forcément, à un moment donné, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je me marie. Je peux pas rester trop longtemps comme ça. C'est pas bon. D'accord. Okay. Et j'ai cherché à partir de ce moment-là. D'accord, donc l'envie s'est fait sentir, mais au départ, tu t'es concentré sur ta religion et tu as cherché à comprendre, à apprendre, avant même de te poser une quelconque question de couple, c'est ça ? Oui, je ne me suis pas du tout posé ces questions-là. D'abord, j'apprends, je comprends. Et au fur et à mesure, ça commence à venir. Ça commence à arriver, ces questionnements-là. Et là, on se met en recherche. Ok. Mais avant ta vie donc, de musulman, donc tu es né dans une famille juive. Oui. Est-ce qu'on parle de mariage tôt mais moi, c'est plus un judaïsme culturel que cultuel. D'accord. Qu'on pouvait avoir des petites copines, c'était pas dérangeant. Okay. La seule exigence des parents, c'est que tu finis avec une juive. Tu fais ce que tu veux, mais tu te maries avec une juive. Tu fais comme tu veux, mais tu te maries avec une juive. Donc il y a quand même la notion de mariage, mais quand ce sera le moment et quand tu voudras fonder un foyer, en fait. C'est ça. Ok. Très bien. Il y avait une tolérance avant ça. Ouais, une grande tolérance. Ouais. D'accord. Un encouragement, j'ai l'impression, à vivre ta vie de ma jeune. Ma mère, elle me disait, fais-toi plaisir. T'es jeune, profite de la vie, te prends pas la tête. Ok. Donc l'islam, il est venu apporter un cadre, finalement. Tu as compris qu'il y avait un cadre. Ce cadre, il était difficile à accepter ou pas, où ça allait ? Non, je l'ai accepté parce que j'ai vu les effets négatifs quand tu es à l'extrême opposé. Donc je l'ai accepté, mais c'était pas évident tout le temps. Parce que quand tu veux te marier, tu te retrouves un peu seul et tu te rends compte du décalage aussi entre le discours qu'il peut y avoir et la réalité du couple. Et là, tu essayes de te marier, puis tu rends compte, tu fais face aussi à la différence de culture, les gens qui veulent pas parce que tu es un converti, ça je savais pas au début. Donc c'était compliqué, mes parents qui étaient pas au courant. Quand t'as pas assez d'argent, c'est compliqué aussi. Le mariage, la question financière, faut mettre de côté, l'appartement. Il y a plein de choses. Il n'y a pas juste les bonnes intentions. C'est ça. Et tu t'es rendu compte de ça
Donc, si j'ai bien compris, vers 28 ans, tu dis, OK, il faut que je me marie. J'ai lu les quelques lignes où tu parles d'une personne qu'on t'a présentée, d'une morabala un peu furtive comme ça, au détour d'un café, je crois, avec un ami. Donc, on te présente une femme qui, elle-même, vous êtes assez intéressés. En 2-3 rencontres, vous êtes OK pour vous marier tous les deux. Ouais. Et là vient la question, effectivement, des origines, de est-ce que tu as dit à tes parents que tu es converti ? Je veux absolument que tu leur dises. Ouais. Et raconte-nous un peu cette partie-là où justement tu t'es confronté à la réalité. C'est un peu, je sais, quand on est converti, à souvent cette ferveur et tout, on est un peu bisounours quand on a touché. Waouh, les musulmans sont géniaux et tout. C'est l'islam du début. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On veut vivre comme à l'époque du prophète sallam, et on se rend compte que les musulmans, il y a l'islam et il y a les musulmans. C'est ça. Mais je rencontre donc une personne d'origine marocaine. Ça se passe plutôt bien. Et très vite, on se dit on va se marier. Mais en fait, avec du recul, ça s'est passé comme ça devait se passer, donc tant mieux que ça soit passé comme ça. Elle parle de moi à ses parents et ses parents sont réticents. Sa mère dit du mal de moi. Elle-même, elle est vexée, elle est touchée par ça. Elle dit mais c'est quand même un juif, ses parents, et en plus ils habitent en Israël. Enfin, ils allaient emménager, ils étaient sur le point de partir. Pour la retraite, c'est ça, tes parents sont partis là-bas pour la retraite? Ouais, pour la retraite. Ma conversion, ça a été la goutte de trop. Ah oui, ça les a. Ah ouais. En fait, c'était trop pour eux. Ok. Il y a eu un choc. Eux-mêmes, ils ont eu besoin de se rapprocher encore plus de ce qu'ils sont. C'est ça. Par opposition. C'est ça. Ah, je comprends. Et donc je suis avec elle, on discute, mes parents sont pas au courant encore. Elle me dit, il faudrait que tu leur dises quand même. Et je me dis, ah ouais, ça y est, maintenant les choses sérieuses commencent. En même temps, ses parents, eux, sont réticents, sont pas d'accord. Et là, je découvre, alors je vais pas dire le racisme, c'est pas du racisme, c'est que chacun a une culture qui est peut-être, en fait, qui prévaut presque sur l'islam en réalité. Quand tu vas voir des Turcs, des gens d'origine turque ou comorienne ou indienne ou autre, ce qu'on veut, c'est que ma fille se marie avec des gens de la communauté, parfois de l'ethnie, de la caste, du village, l'immeuble. C'est vrai. Donc finalement, ce que tu avais dans ta famille juive, où tu te dis, mais ils sont injustes, ils veulent que je me marie avec une juive, et du coup, ça va être compliqué pour moi si je choisis autre chose. Finalement, tu l'as quand même vécu en tant que musulman, et encore plus même peut-être. Encore pire, parce que les juifs, tous les juifs, peu importe l'origine. C'est ça. Tant qu'il est juif, ça passe. Il est blond, il est roux, il est juif, ça va. Mais là, il fallait que je sois marocain ou maghrébin pour que ça passe. D'accord. C'est pas passé. Et tant mieux. Et j'avais la foi, donc je me suis dit, c'est une bonne chose pour moi. D'accord. C'est pas grave. Tu l'as bien vécu. Mais il y a eu quand même peut-être cette blessure ou pas? Une petite tristesse, mais comme je suis quelqu'un qui lisait beaucoup, qui apprenait beaucoup. La foi était assez forte pour passer à autre chose rapidement. C'est ça. Et on me disait souvent, tu vis des épreuves comme les compagnons. Donc moi, j'étais. C'est vrai. J'ai plein d'énergie. J'étais content de vivre ça aussi. C'est vrai. Et j'avais confiance en Dieu. Alhamdoulilah. Ça, c'est l'essentiel pour avancer vers le mariage. Ça, c'est la base. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Comment tu as vécu ta transformation intérieure et identitaire? Parce que quand on cherche à se marier, on se confronte, tu vois, les premières choses quand tu t'es confronté avec cette personne-là, c'est les premières fois où tu dis, OK, mais du coup, ça me renvoie à qui je suis. OK, je suis devenu musulman, mais je n'en reste pas moins un homme qui a grandi avec la culture juive, donc il y a quand même du judaïsme en moi, en tout cas une culture, tu as dit que c'était plus la tradition juive. Et je suis aussi le fils de mes parents, et on va en venir après, fils d'Abraham, tu as nommé ton fils d'Abraham, donc il y a quand même cette histoire familiale. Et donc, est-ce que c'est à ce moment-là, en cherchant à te marier, que tu t'es re-questionné sur ton identité, ou c'est venu de toute façon en tant qu'homme, rien à voir avec le côté mariage, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est venu bien avant, depuis tout petit déjà je me questionne. Okay. J'ai grandi avec une famille juive, mais j'avais des amis arabo-musulmans. J'étais vraiment le chat au milieu des chiens, ou le chien au milieu des chats, quoi. Okay. J'étais vraiment celui qui était exceptionnel. Je me suis toujours questionné, j'ai jamais réussi à adhérer à la communauté juive. Quand je dis adhérer, à me sentir bien, à me sentir à ma place. J'étais en colonie, j'étais en école juive, une année au collège. J'étais en kibbutz. J'ai immigré en Israël à un moment donné à 17 ans et je me suis jamais senti à ma place. Donc ce questionnement identitaire a toujours été là. D'accord. Mais au départ, quand je me suis converti, j'avais l'impression de revenir à la tradition originelle, primordiale. Parce que le Coran parle plus de Moïse que de Mohamed et parle énormément des enfants d'Israël. Donc j'étais pas dépaysé en réalité. D'accord. Tu sentais en fait que le Coran, il te parlait. Il s'adressait à toi. Au contraire, j'avais l'impression de renouer avec le véritable judaïsme, originel du départ, le point de départ. Bien sûr. C'est pour ça que tu as appelé ton livre Fils d'Abraham? Fils d'Abraham, parce qu'Abraham a eu 2 enfants, alors, Isaac et Ismaël. Ismaël, c'est le père des Arabes. Isaac, c'est le père des Juifs. En tout cas, des 12 tribus d'Israël après. Jacob et ses enfants.
Donc, entre les deux, t'as moi. Je suis un peu Ismaël, un peu Isaac, fils d'Abraham, le fils caché, on va dire. Le fils caché, le troisième fils. Très bien, machallah. Et du coup, donc toi, finalement, ta crise identitaire, tu l'as eue très jeune et tu t'es questionné sur qui tu es. Et quand tu es rentré dans l'islam, tu as eu l'impression tu t'es senti à ta place. À ma place, au niveau spiritualité, mais au niveau de la communauté, non. Toujours pas. Très bien avec les Arabes, oui. Mais quand tu arrives dans une mosquée, tout le monde est en djellaba, tout le monde parle arabe, c'est pas mon bain culturel. C'est vrai. Et puis même quand l'imam parle en arabe, pour moi, il me discrimine. Je comprends pas. Je veux du savoir. Donc au début, j'accepte, je suis sympa. Après, je viens plus. J'ai du mal parce que je comprends pas. C'est pas ma langue. Tu me parles pas à moi. Donc tout le monde parle en arabe. Il faut prendre un nom arabe, un prénom arabe. Il faut s'arabiser. Non, l'islam, c'est universel. Pourquoi prendre un prénom arabe ? Et tu sais que c'est ce que vivent aussi beaucoup de Maghrébins qui ne parlent pas l'arabe en réalité. Oui, bien sûr. Tes amis proches et tout, j'imagine que c'est ce qu'ils le vivaient aussi comme ça. Mais toi, le fait de en plus ne pas avoir grandi dans une famille arabo-musulmane, en tout cas arabe, ça te fait te sentir à côté. J'en viens donc toi, tu as choisi de dire fils d'Abraham et on comprend bien la lignée, le fait que tu descendes en fait et que ça réconcilie tout le monde en fait finalement l'islam. Qu'est-ce que tu penses du titre du podcast « Les hommes viennent du bled et les femmes de Dubaï ». Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça m'évoque la grande différence qu'il y a entre les deux. On fonctionne tellement différemment, on voit tellement les choses de manière parfois opposée que ça me fait penser à Vénus et Mars. Les hommes viennent de Vénus, les femmes de Vénus, les hommes de Mars. Ouais. Donc ça me fait penser à ça. D'accord. Ça met en lumière cette différence. Et moi, j'avais envie de te poser la question à toi en particulier. Pourquoi ? Parce que souvent, quand je dis les hommes viennent du bled et les femmes de Dubaï, on pense aux Arabes, aux Maghrébins, les mecs qui sont un peu blédards dans leur esprit et tout, même en ayant grandi ici. D'ailleurs, pour moi, c'est pas du tout critique, c'est exprès que je choisis ce mot-là pour un peu titiller. Mais même toi, qui viens d'une famille juive, est-ce que tu ressens que t'es un mec... ancré dans tes traditions, quand même un minimum, tes racines, plus ancrées, on va dire, sur la terre. Et les femmes, elles sont plus dans le rêve, les paillettes, les strass, ou tu vois pas trop les choses comme ça ? Si, alors, je suis peut-être pas ancré dans ma tradition, mais... mais quand même, tu vois, tu as dit fils d'Abraham, donc il y a une recherche de racines quand même. Oui, il y a une recherche. Vois ce que je veux dire ? Mais je sais pas si je vais bien répondre à la question. Non, mais on va dire que... Il n'y a pas de bonne réponse. On va dire qu'effectivement, peut-être ce qu'on dit, parce que là, je vais me faire peut-être... je vais pas insulter, mais les hommes, pour moi, sont plus rationnels. Okay. Enfin, en tout cas, peut-être plus les pieds sur terre, ou voient peut-être plus à court terme. Et les femmes, un peu plus peut-être poétiques, rêveuses, sur la lune. Au niveau du mariage, en tout cas. Sur ce sujet-là. Okay. Sur ce sujet-là, uniquement, je pense. Sur le mariage. Et moi, j'ai un petit ancrage, en tout cas, mais... il n'est pas très important, parce que même moi, je me suis beaucoup cherché et ma famille était, pour moi, juive sans lettres, tunisien sans lettres, français sans lettres, israélien sans lettres. D'accord. Tu sentais que justement, il manque cet ancrage peut-être... quelque chose de solide. C'est un peu trop superficiel. On a mis plusieurs couches en superficiel et finalement, quand on revient, pour toi, la vraie racine de tous, c'est ça, c'est fils d'Abraham. C'est ça, c'est fils d'Abraham. C'est le retour à l'origine. Pour tout le monde, en fait, hommes et femmes. Ouais. Ok. Et justement, donc ta première Moukhabala, on a compris que voilà, ça n'a pas abouti. Il y en a eu d'autres. Raconte-nous un peu ton parcours sentimental et du coup d'homme aussi musulman et jusqu'à aujourd'hui ton mariage avec Sarah. Oui, c'est ça. Mon parcours, donc pendant 2 ans, il ne se passe rien. J'ai fait quelques rencontres avec des frères, une femme. Je ne le sentais pas au niveau feeling, donc il n'y a pas eu de suite. Il y en a eu une juste avant Sarah où ça aurait pu se concrétiser, la fameuse fille dont je parle dans le livre, et ça ne s'est pas fait. Et Sarah, je l'ai rencontrée en école religieuse. Je prenais des cours à la FCL, je ne sais pas si tu connais. Non, c'est où ? C'est un peu comme l'IUSH, c'était à Vitry, maintenant c'est à Créteil, c'est un peu moins connu, mais c'est le même style. On était en classe ensemble. Donc sciences islamiques, exactement. Cours de Coran. Et j'avais une collègue qui était dans ma classe, je lui ai dit, elle a été la voir, on s'est parlé, puis ça s'est fait très naturellement. Ouais. Et elle s'appelle Sarah. C'est ça. C'est incroyable quand même. La femme d'Abraham. Sayyidina Ibrahim, oui. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Subhanallah. Il n'y a pas de hasard. On est attiré par quelque chose plus ou moins naturellement. Je ne sais pas si tu connaissais son prénom avant de... Oui, parce qu'elle était dans ma classe. Ouais, donc tu savais comment elle était à côté de moi, pas loin là. Donc... Très bien. Ouais. Donc, machallah, t'es mariée depuis combien de temps ? Depuis 2015. Donc, 10 ans ? Ouais. 10 ans, machallah. Une petite fille ? Oui. Qui s'appelle ? Soumaya. Ok, très bien. Et... comment, en fait, est-ce qu'à ce moment-là, quand tu t'es mariée donc, avec Sarah, ça y est, tu avais fait la paix avec
quel homme tu voulais être, quel type de musulman que tu voulais être. Tu avais fini avec ces histoires d'identité, tu étais au carré, ou c'était encore en construction? À l'époque, alors aujourd'hui, c'est pour ça que je mets quête inaboutie, c'est que le questionnement, il est toujours présent. Il est toujours présent. Les réponses que tu trouves n'épuisent pas les questions que tu te poses. C'est vrai. Et même quand tu penses avoir tout trouvé, il y a toujours des doutes qui reviennent. C'est l'humain. C'est l'humain, exactement. Mais quand je me suis marié, j'étais vraiment enraciné dans mes croyances solides à l'époque. Ouais, très solides. Et tu savais quel type de foyer tu voulais construire. Ouais, grave. Et c'est ce que tu as construit ou oui. c'est différent? Oui. C'est vraiment ta vision que tu as pu mettre en place avec Oui, ça. Après, il y a toujours des choses qui ne sont pas exactement comme on le veut. Ça fait partie de la vie, c'est normal. Puis c'est le couple qui crée. Donc c'est à deux. C'est ça. Mais ouais, c'était comme je l'imaginais et comme je le voulais. En tout cas, c'est ce qui est bon pour moi. Parce que si on écoute trop son cœur, parfois, on tombe avec des gens sur lesquels peut-être il y a une accroche qui est encore plus forte, mais sur la durée, ça ne marche pas. Quand tu as deux profils de personnalité qui sont pareils, ils vont dans le mur ensemble. Si les deux sont dépensiers... Fou, ça. Mais c'est trop intéressant ce que tu nous dis là. L'univers adore l'équilibre. Donc pour t'équilibrer, il va te ramener des gens qui sont parfois à l'inverse de toi, tant qu'il y a des valeurs communes, pour trouver un équilibre. C'est pour ça qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'on dit et avec qui on est. Tu interroges une fille avec qui tu veux être, quelqu'un comme moi, de posé, qui me comprend, qui fait les mêmes choses avec moi, tout ça. Et finalement, elle se marie avec quelqu'un qui est peut-être à l'inverse d'elle, tant qu'il y a une base commune. Mais les deux vont s'équilibrer et c'est comme ça qu'ils tiennent. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui est comme toi, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Deux passionnés, ils se détruisent. C'est vrai. Et c'est trop... merci pour ce témoignage. Souvent, je fais des formations notamment avec les femmes, et quand elles elles parviennent à se marier, elles me disent, Sabrina, cette histoire de... Moi, je leur dis, à travers... C'est vraiment les dires de femmes qui se sont mariées. Elles me disent, Sabrina, je voulais telle chose. Je me suis pas mariée avec celui que je voulais. Je me suis mariée avec celui dont j'avais besoin. C'est exactement ce que tu nous dis là, en fait. C'est la personne dont tu avais besoin et qui fait que ça dure. Et après, justement, le réel amour, il se construit. C'est ça. Et il grandit parce que j'ai besoin de cette femme-là et elle m'apporte quelque chose de fort et qui m'aide à m'élever en tant qu'homme. Et il y a deux choses. Il y a Hollywood. Donc tu tombes avec quelqu'un où c'est une passion incroyable, mais ça dure pas. Et ça finit souvent aussi fort que ça a commencé. C'est vrai. Ça finit dans la tristesse et les larmes. Ça a commencé très fort, ça finit très fort. Alors peut-être que cette personne, elle t'a marqué à vie, elle a laissé une empreinte, mais ça marche pas sur le temps long. Et sur le temps long, on a besoin d'équilibre et d'apaisement. D'ailleurs, l'univers déteste le déséquilibre. Tout fonctionne en polarité inverse. Jour, nuit, femme, homme. Si c'est trop chaud, ça fait mal. Si c'est trop froid, ça fait mal. On a besoin de l'eau tiède. Et c'est pareil dans le couple. C'est incroyable. Ouais. Quand tu me parlais, moi, je suis partie au parc Astérix il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas pourquoi, c'est cette image qui m'est venue. On adore les grands 8, mais... on adore le temps et quand c'est fini, on veut que ça se termine et on veut plus recommencer tout de suite. Donc on peut pas vivre une vie d'émotions fortes, justement. On a besoin justement de cette stabilité et c'est ça aussi le mariage. Il y a un conflit en nous, je pense, entre la personne qui veut des sensations fortes, qui veut rêver, qui veut un truc incroyable, et puis le besoin d'apaisement, de tranquillité, de routine. Ça, il y a un vrai conflit interne. Et il y a des gens qui vont tout le temps vers la passion et ça finit tout le temps mal, tout le temps en drama. C'est vrai. C'est terriblement fatigant, quoi. Et donc ton conseil à ceux qui cherchent à se marier aujourd'hui, pour être passé par plein d'étapes, toi, puisque tu as essayé plein de choses, on va dire, pas plein de choses, mais au fil des rencontres, j'imagine que tu as affiné, tu te connaissais mieux aussi. Tu t'es marié à quel âge? T'avais quel âge? 26. Entre 26 et 28. Non, je me suis converti à 26, je me suis marié à 28. Ouais, donc tout de suite après. Donc Sarah, tu l'as rencontrée rapidement après la première Mourabala. Ouais. Ok. Donc, tu étais en mode quand même mariage. Ouais. Focus mariage. Parce que je voulais rester vraiment dans le droit chemin. Correctement. Et ça fait partie des choses qui aident. C'est ça. Bien sûr, à pas dériver. Surtout en tant que converti, peut-être même. On a encore plus cette pression de rester dans le droit chemin. Exactement. Bah oui, parce qu'on sait que si tu lâches un truc, tu peux tout lâcher. Bien sûr. Au départ. Ouais. Si tu lâches un truc, c'est la pente glissante après. C'est vrai. Et le mariage, c'est aussi ça. C'est aussi un soutien spirituel. Mais si j'étais pas devenu musulman, peut-être que je me serais autodétruit dans des relations sans queue ni tête. Parce que quand tu es soumis à la logique de ton cœur, il t'emmène là où c'est intense immédiatement. C'est vrai. Si tu donnes à un enfant du Nutella ou des brocolis, il mange toute la journée du Nutella. Exactement. Mais est-ce que à long terme, c'est ce qui va le... pour sa santé? C'est ça. Ben voilà. C'est le problème. Merci, c'est une belle image. Est-ce que tu dirais quand même que parce que j'ai vu dans ton livre que t'as pas cette fatalité à dire, même quand les familles ont refusé le fait que tu sois issu d'une famille juive, ça t'as dit oui, ça m'a touché et tout, mais je dis quand même pas le mot racisme, je dis quand même que c'est le poids des cultures, et t'as été assez compréhensif par rapport à ça. Mais est-ce que tu penses quand même que c'est plus dur pour un converti de se marier ou pas? Et est-ce que c'était encore plus dur en tant que juif? Alors moi, je l'ai pas vécu trop difficilement parce que c'est vite arrivé. Ok.
Je pense que pour un homme, c'est différent déjà que pour une femme. Parce que, je sais pas, je pense que pour un homme, c'est plus facile de se marier. D'accord. Je crois. T'as cette croyance. Moi, j'ai cette croyance. Parce T'as que pas tort. Hein. Ouais. Pas tort. Oui, non, mais non, je pense que pour les hommes, c'est plus simple. Parce qu'une femme, dans l'islam, qui veut se marier, elle est peut-être plus tolérante. Elle fait peut-être plus de concessions. En tout cas, j'y crois. Je crois en ça. Peut-être qu'elle sait ce qu'elle veut aussi, un peu plus que l'homme. Peut-être plus tôt aussi que l'homme. Voilà. L'âge de la maturité, peut-être. Quoique tu t'es marié jeune, quand même. Ouais. Et donc, je sais pas si c'est plus dur, mais j'ai l'impression que c'est dur pour tout le monde. Parce que dès qu'une femme rencontre quelqu'un de l'autre village, des fois les parents s'opposent aussi. Donc ça a l'air complexe quand même. Ça a l'air complexe. Et puis il y a plein de questions qui viennent après. Déjà, il y a l'autorisation des parents, il y a les questions économiques, de mariage. J'ai l'impression qu'il y a plein de freins. D'ailleurs, ça crée des vraies problématiques. Je sais qu'en Égypte, j'ai parlé avec beaucoup d'Égyptiens, je le savais déjà avant, mais ça a été confirmé ensuite. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui ne peuvent pas se marier parce que les familles réclament des dots hyper élevées. Donc, moi, il y a un Égyptien qui m'a dit, en Égypte, on veut se marier avec des Russes, nous, maintenant. Ah ouais. C'est trop compliqué pour nous. Ils réclament des dots élevées. Il y a une crise économique dans le pays. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, comment tu fais? Donc tu as des hordes de célibataires, pardon du terme, de 30-40 ans et tu as énormément d'harcèlement. Bah oui, parce ils deviennent fous, les gens. Ils deviennent fous. Bah oui, il n'y a pas de mariage. Justement, je voudrais savoir, par rapport à ton regard, pas neuf, mais tu as quand même un regard différent, je trouve, en tant que converti, sur le mariage et sur ce que tu pouvais... En fait, tu n'avais pas d'attente spécifique par rapport à ce qu'est le mariage en islam, donc tu as tout découvert. Pourquoi tu dirais que les musulmans, ils se marient plus aujourd'hui? Parce que tu as parlé de l'Égypte, mais même en France, c'est compliqué de se marier. C'est de plus en plus difficile, en tout cas les hommes et les femmes. Moi, je le vois dans mon agence, ça chipote, ça me donne des détails des fois, et on me dit je veux pas pour telle raison. La dernière fois, j'ai un homme que j'ai croisé. Il a eu un rendez-vous avec une femme de mon agence et je lui dis écoute, donc il me salue, il me dit merci beaucoup pour tout ce que tu fais, c'est super et tout. Je lui dis ok, merci pour ces compliments, mais là ça fait 2-3 ans que je sais que tu es dans mon agence, ok, tu es content de nos services et des rencontres, mais là il faut se marier mon frère, là qu'est-ce qui se passe? Il a la quarantaine, ingénieur en la finance, donc pas de problème financier. Je lui dis c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi si je peux te donner un conseil comme ça. Et il me dit écoute Sabrina, il y a eu par exemple une fille que j'ai trop aimée. Bonne situation, moi aussi j'ai une bonne situation, j'étais sérieux, on a fait 2 cafés dans des endroits publics, j'étais vraiment motivée à me marier avec elle, et elle me dit je veux bien qu'on se marie, mais je veux pas d'enfants tout de suite. Et lui, il a dépassé les 42-43, et il me dit franchement, moi c'est tout de suite les enfants. La fille, elle avait 38, il me dit je comprends pas qu'elle chipote en fait. Et je lui dis ok, mais là quand ça s'est passé avec cette fille-là, c'était à 3 ans. Donc quand elle te dit je veux pas tout de suite, attends 6 mois. Pourquoi toi aussi tu lâches pas un peu un peu de, tu vois, et tu dis ok, dans 6 mois c'est acceptable pour moi, parce que là regarde, t'as perdu 3 ans et il y a toujours personne. Et il m'a dit ce qui l'a dérangé, comme quoi les hommes et les femmes, tu vois, on parle du bled de Dubaï. Moi j'ai eu cette femme-là au téléphone et je sais pourquoi elle a dit je veux 6 mois, etc. Mais lui il avait pas compris, comme je vais vous l'expliquer là. Lui il m'a dit, moi quand elle m'a dit je veux 6 mois avant d'avoir un enfant, il a entendu je veux un CDD. Moi, je suis un homme, je suis sérieux, je vais aller voir son père, je veux me marier tout de suite, je veux un enfant tout de suite. Moi, quand je me marie, je suis sincère, c'est pour la vie. Et c'est comme si, lui, il a eu vraiment ce feedback de je veux te tester 6 mois, et si vraiment on s'aime, on aura un enfant. Alors que la femme, qu'est-ce qu'elle imaginait? Elle m'a dit, moi, Sabrina, je veux être amoureuse de mon mari pendant 6 mois. Je veux qu'on ait un jeu d'amoureux. Je veux qu'on apprenne à se connaître. Je veux qu'on voyage ensemble. Je veux qu'on fasse des trucs d'amoureux avant d'avoir la contrainte du bébé qui se lève la nuit, etc. Donc, c'était pas du tout un CDD qu'elle voulait. C'était au contraire de vivre le grand amour, entre guillemets, ce qu'elle a toujours rêvé, ce qu'elle a toujours idéalisé. Mais elle aussi, elle a perdu du temps à dire je veux 6 mois de rêve, parce qu'aujourd'hui, elle non plus n'est pas mariée. Tu vois ? Les deux ne sont pas mariés. Donc, tu vois un peu l'ajustement. Donc, est-ce que ça, c'est un exemple parmi d'autres? Toi, tu t'es lancé jeune. Est-ce que tu penses que si tu t'étais pas lancé jeune, ou ton regard même par rapport aux célibataires que tu as autour de toi, qu'est-ce qui pose problème aux musulmans d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils y aillent plus et qu'ils chipotent moins, selon toi? Déjà, aujourd'hui, quand tu te maries à 30 ans, on dit que tu te maries jeune. L'âge du mariage recule de plus en plus. C'est vrai. Avant, on se mariait peut-être à 20 ans, 22 ans. Enfin, moi, je vois nos parents, à 30 ans, ils avaient des petites moustaches, ou à 40 ans, ils étaient déjà vieux. Nous, à 40 ans, on a des casquettes américaines, on s'habille encore. C'est vrai, t'as raison. Un jeune de 20 ans. Donc, il y a ce paramètre-là. Et comme on a le choix, comme on est bien encore financièrement,
on se questionne, et à l'intérieur de nous, il y a un conflit. Moi, je crois qu'on n'est pas une personne monobloc. On dit, est-ce que tu veux te marier ? Il y a peut-être un conflit interne entre les peurs, les désirs. Je veux, mais je veux pas. Il y a plein de voix en nous. Tant qu'on ne fait pas la paix, on ne se réconcilie pas, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Quand tu dis à quelqu'un qu'est-ce que tu veux, il te répond avec sa bouche, mais peut-être que son cœur répond autre chose. Ou peut-être qu'il y a une autre part qui le protège. Peut-être qu'il y a une peur, peut-être qu'il y a une crainte. Et à la fin, on n'y arrive pas. Nos parents, quand ils se mariaient, ils ne se posaient même pas la question du bonheur. D'ailleurs, la question du bonheur et du mariage d'amour, ça arrive dans les années 60. En tout cas, en Occident. Avant, le mariage d'amour n'existe pas. Tu vas te marier avec un tel parce qu'il est de ta famille, parce qu'il est de la même classe sociale que toi, parce qu'il faut se marier. Heureuse, pas heureuse, amour, pas amour. C'est pas une question. C'est pas une question, on s'en fout. Tu dois te marier, c'est tout. Tu suis la voie tracée. Aujourd'hui, on se pose des questions, on est libre. Donc, on est face à nous-mêmes et face à toutes nos contradictions. Et puis, plus le temps passe, plus c'est complexe. J'ai 35 ans. Ah ouais, moi, je veux quelqu'un qui accepte que je fasse du tennis. Ah ouais, je veux pas ça. Ah ouais, je veux pas ça. Ah oui, je veux quelqu'un qui... Et à la fin, ça vient pas. Parce que peut-être qu'on n'est pas vraiment décidé aussi à faire des efforts, à sacrifier, parce que c'est un sacrifice aussi. Bien sûr. Et le temps passe, le temps court. Et puis ceux qu'on rencontre à 40 ans... C'est plus les mêmes. Ils ont aussi leurs habitudes. Ils ont leurs habitudes, ils ont un certain âge, c'est complexe de faire vie commune après, quoi. C'est ça. C'est plus on retarde et plus la vie commune projetée devient difficile. Le moindre petit truc, on se dit oh là là, c'était bien quand j'étais toute seule ou tout seul. Exactement. Ouais. Et du coup, alors ce serait quoi ? Ce serait les exhorter à se marier jeunes, peut-être les jeunes, leur dire d'y aller plus tôt. Je sais pas. Il y a peut-être un manque de gens comme toi, d'éducateurs peut-être spirituels, de gens qui prennent cette question en charge, parce que le monde religieux vit dans ce que j'appelle le pays de la théorie. Oui, c'est vrai. Il y a deux mondes en fait. Non mais on parle pas des vrais problèmes. On parle pas des vrais problèmes. Il y a jamais à la mosquée ou dans les écoles religieuses, on parlera des vrais problèmes de couple. C'est vrai. Problème de sexualité, c'est personne n'en parle. Tout le monde le sait, personne n'en parle. Personne ne dit rien. C'est vrai, il y a encore plein de choses qui sont tabous. À part si tu vas voir Ali Habibi ou quelques-uns, sexologues, ok, d'accord, ça se développe. Zina Hamzaoui. Mais publiquement, non. On ne dit pas. On sait, mais on ne dit pas. On ne dit rien. Donc on maintient ces illusions avec des discours qui sont en dehors de la réalité. Il y a des très beaux discours, les compagnons, y patienter, machin. Oui, c'est vrai. Et qu'en vrai, ça n'a rien à voir avec ça. T'es à la mosquée, t'as 10 000 problèmes. Puis eux-mêmes, il se passe des dingueries dans leur couple. Puis ils sont en décalage. Oui, c'est vrai. Donc il y a le monde de la théorie. Il manque un pont avec le monde de la pratique. Il manque un pont. T'as le monde des parents, parfois du bled, ou qui ont des idées. Je veux que mon fils marie avec un tel ou telle tribu. Totalement décalé par rapport à la réalité de ce que vivent leurs enfants en France. Puis t'as le jeune qui est au milieu de tout ça, qui veut parfois bien faire aussi. Alors les Moukabala, je te rencontre une fois, je me marie, je fais la prière de consultation, c'est pareil, ça pose problème aussi. Oui. Donc, entre les deux, on a un manque de personnes qui accompagnent cette démarche réellement. Et puis il y a peut-être besoin de thérapie aussi, maintenant qu'on est livré à nous-mêmes et qu'on n'est plus contraint. C'est vrai, on a peut-être besoin de se connaître, de se comprendre, de savoir qui est l'autre, c'est quoi une femme, c'est quoi un homme, comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu veux vraiment, qui tu es toi. Parce que c'est facile de se dire, de se rencontrer, de dire moi je veux, alors moi je lis tel hadith, moi je suis tel courant. Mais quand la porte elle se ferme. Mais il n'y a plus de hadith quand tu vis au quotidien. C'est-à-dire ton être il prend le dessus. Ça, exactement. Et tout ce que tu as mis comme pseudo, barbe et autres, ça disparaît très vite. C'est sûr. Et moi je dis un truc souvent, et ça on se le dit en tant que coach, thérapeute et autres. Moi, je suis psychopraticien. Je dis ce terme parce que thérapeute, normalement, c'est réservé à... Bref. Donc, dans le monde du coaching, de la thérapie, moi, je vois les gens qui n'ont pas travaillé sur eux à un certain âge. Je vois. À 20 ans, tu maintiens tout. À 30 ans, ça va. À 40 ans, ça pète. Et tu le vois dans les relations humaines, quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui, il va projeter tout chez l'autre. C'est-à-dire qu'il lui dit un truc, je t'ai dit A, t'as compris B, pourquoi t'as pas réagi comme ça ? Comme il n'y a pas de connaissance de soi, il n'y a pas de connaissance de l'autre. Comme il n'y a pas eu de travail thérapeutique fait en amont, c'est une catastrophe dans les relations. Vrai. Mais vraiment. C'est pour ça qu'on en a encore plus besoin aujourd'hui, en fait. Mais tu sais ce que tu me disais par rapport à la théorie, la pratique. C'est incroyable. Là, dernièrement, c'est vrai qu'il faut les deux, en fait. Il faut la théorie mêlée à la pratique. C'est la première fois, là, dernièrement, dans un événement organisé d'ailleurs par Bouyoutine, que je remercie infiniment. Donc, Ustad Al-Rahma, qui a de grandes connaissances religieuses et qui est très, très calée, a invité 3 intervenantes. Donc, elle-même, pour nous parler justement de Sahabia, comment elles se sont mariées, tu vois, de tout ce qui est vraiment théologique, historique et qui doit nous imprégner, qui doit nous guider dans notre spiritualité, dans notre façon de faire. Une autre personne qui est Inès de Instant Bayen, qui a aussi apporté, voilà, machallah,
apporté cette touche sur l'étymologie d'un seul verset. Elle a passé 40 minutes juste sur un verset pour nous expliquer c'est quoi la mawadda et rahma du fameux verset sur le mariage de Sourate Ar-Rum. Et elle m'a fait intervenir en 3e pour donner des conseils pratico-pratiques. Et je t'assure, avant de monter sur scène, quand j'ai écouté la splendeur de leurs hadiths, de leurs mots scientifiques et tout, je me suis dit, attends Sabrina, est-ce que tu es à ta place? Tu vas monter là? Et en fait, les gens, quand je dis, de toute façon, on fait du Sabrina. Moi, je connais... Effectivement, on a besoin d'entendre la hadith. Et moi, en fait, je racontais juste la réalité d'une fille qui est juste avocate, pas trop pratiquante, mais par contre qui rate pas Salat al-Fajr, par exemple, qui pleure sur son tapis de prière, qui a demandé ça, et Allah lui a donné. Donc en fait, une femme qui a 6 enfants, qui voulait se marier, qui a fait des doigts, qui s'en est remis sincèrement à Allah, qui s'est mariée et qui a eu un homme sans enfants, etc. Et donc des histoires pratico-pratiques de la vraie vie d'ici. Et en fait, les gens étaient trop contents d'avoir une parole de la vraie vie. Oui, c'est ça. En plus du reste. Évidemment, le reste nous inspire trop. Tu pleures quand tu écoutes la hadith, tu as envie d'être comme ces femmes-là. Mais après, quand tu te regardes toi, tu te dis, ouais, mais moi, je suis pas de ce niveau-là. Donc, comment je vais me connecter au mariage? Comment je vais faire? Et donc, comme tu dis, effectivement, il y a besoin de ce pont de plus en plus que les imams, ils nous racontent des vraies histoires de gens lambda, en fait. Qu'on puisse dire les termes réellement, quoi. Celle qui est complètement déconnectée de sa religion, qui est complètement déconnectée. Et même celle qui est connectée, le problème, c'est qu'elle culpabilise et ça crée, en voice dialogue, on appelle ça une copersonnalité diabolique. C'est-à-dire que t'as un truc en toi. Elle se déteste, elle se pardonne pas, tu dis, je culpabilise, je vais aller en enfer, je suis pas bien. Ça crée des symptômes. Bien sûr. Tu dois connaître. Enfin, les gens, t'as dû entendre des choses. Bien sûr. Je suis comme ça, mais j'ai pas envie de l'être, je suis mal, je suis ça, je suis pas pas beau. Et on joue un rôle et tout. Et justement, tant qu'on n'a pas réglé tout ça et qu'on n'a pas guéri tout ça, t'arrives en Mukhabala, on a une personne un peu étrange. Mais bien sûr. On n'arrive pas à la lire et complètement dissociée. Et c'est souvent un des points qui fait que ça ne marche pas aussi. Donc, ce travail interne, et comme tu dis, la thérapie et tout, on encourage plus, parce que ça t'aide à te remettre droit et à dire les choses. Et c'est vrai que tu as raison, il y a maintenant de plus en plus de thérapeutes musulmans. Alhamdoulilah, franchement, il y en a de plus en plus. Je n'arrête pas d'en voir qui ont vraiment étudié la psychologie, qui ont fait aussi tout ce qui est PNL, qui sont psychopraticiens. Et toi, on va parler tout de suite des constellations familiales aussi. C'est incroyable de découvrir ça parce qu'on est un tout. Donc, on est un vécu, on est ce qu'on vient de dire là. Parfois, il y a des choses dissonantes. Et j'ai envie d'arriver sur vraiment l'héritage familial. Je peux dire un truc juste avant. Bien sûr. En fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire avec la religion, c'est d'aboutir, qu'elle nous conduise à la paix avec nous-mêmes. Moi, j'ai eu un thérapeute qui était formé dans les traditions orientales, yoga et tout. Il m'a fait faire des exercices et je me rappelle de 3 mois de ma vie. J'avais plus faim. J'étais bien. T'étais nourri, en fait. J'étais nourri. Et tu sais quoi, quand je faisais la prière, je pleurais. Et je lui disais, il me dit, parce que tu reconnectes avec la spiritualité, parce qu'à force de revenir vers toi, les respirations, les méditations, tu reviens avec ce qui est profond. Je pense même plus au mal. J'y pense plus. Naturellement, je suis bien. Et je dis, mais punaise, c'est incroyable. Ça a duré 3 mois. Mais il m'a dit, ça se cultive. Et là, je me dis, les Asiatiques ont compris quelque chose. Le problème de chez nous, les monothéistes, c'est que pour beaucoup, on apprend à être en guerre avec nous-mêmes. En guerre avec notre corps. En guerre avec nos identités. En guerre avec le monde. Donc, tu as des gens qui sont en rupture avec tout le monde, en rupture avec la société. Oh, c'est haram. Même à vivre avec les non-musulmans. C'est pas comme nous, c'est kofar, c'est machin truc. En fait, t'es en guerre avec toi-même. On est tout le temps énervé, en fait. Tout le temps énervé ou pas bien. Et puis, il y a aussi la tradition arabe et autres qui vient mettre son grain de sel dessus. Ce qui crée énormément de frustration, énormément de tension, énormément de problèmes dans le couple, énormément de non-dits. Donc moi, j'ai envie qu'on nous apprenne à être, comme l'islam signifie étymologiquement, à être en paix avec les autres, mais avec nous-mêmes. D'abord avec nous-mêmes pour être avec les autres. Bien sûr, tu sais qu'au Moyen-Âge, les Européens voyaient les musulmans comme des libertins. Il y avait des traités sur l'amour, Ibn Hazm et tout. C'était répandu. C'était répandu, la poésie arabe, l'islam. Aujourd'hui, t'as une folie qui s'est emparée de nous. Et ce qui fait qu'on n'en parle plus. Et c'est un des problèmes numéro 1, je pense que tu le sais, cette problématique-là. C'est un des problèmes, mais on n'en parle pas. On est dans le ciel des idées, tu sais. Oui, c'est vrai. Il y a trop, moi j'appelle ça c'est ça. On est entre ourtis et machin. Il va venir avec une grande barbe et un cheval blanc. On va aller à la Mecque ensemble, on va prier. Tu vas voir comment il va rentrer chez toi, il va regarder son match de foot, il va pas te calculer ou toi tu vas pas la calculer et inversement. Oui, bien sûr. Donc moi j'ai envie d'apprendre à revenir sur terre, dans ton corps. Et comment je fais concrètement quand lui me calcule pas et qu'il regarde son match de foot? Comment moi je m'aime assez et comment moi j'ai ma spiritualité, j'ai ma vie, j'ai mes activités en tant que femme et pareil en tant qu'homme et comment on arrive à faire
à faire à faire un couple en étant en paix chacun. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça la clé. Mais pour être en paix, il faut peut-être accepter ses parts d'ombre. Ça, c'est compliqué. Parce que t'aimer pour tes qualités, tout le monde peut t'aimer pour tes qualités. Mais t'aimer pour tes parts d'ombre, c'est compliqué. Et arriver à dire, écoute, moi j'ai des besoins, c'est ça. Comment on fait ? Je peux pas. C'est comme ça, je suis comme ça. Ouais. Si j'ai pas ça. Mais toi aussi, si t'acceptes les miens, je peux accepter les tiens, on peut négocier. Mais ça, on a du mal avec nous-mêmes, vu que. On veut pas le voir. Puis on veut pas paraître faible, parce qu'avoir un besoin, c'est avoir besoin finalement de l'autre. Et aujourd'hui, on se présente, moi je dis souvent, là, ils sont en autosuffisance, j'ai besoin de personne. On n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui a besoin de rien. Je comble quoi, moi, alors je viens, voilà. Et c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal avec le discours musulman, entre guillemets, qui vit dans le ciel des idées, parce que c'est pas enraciné pour moi. C'est vrai. Et on parle pas des vraies choses. Moi, j'ai envie qu'on mette des mots, qu'on parle crûment. Arrêtons avec cette hypocrisie, arrêtons. On sait tout ce qui se passe. Et c'est vrai que ton regard, quand même, c'est parce que ma copine aussi, j'ai une amie convertie, c'est un regard ultra. Ça vient nous amener quand même du sang neuf, dans le sens où, comme tu as vécu aussi une certaine forme de liberté, comme tu l'as dit, normalement, c'est dans notre tradition des Arabes, des musulmans. On a perdu ça. Mais vous venez nous le rappeler, en fait, en disant, mais en fait, vous compliquez la vie pour des trucs. La vie, c'est pas si difficile. Et ça nous amène un regard neuf et ça nous amène à nous questionner. Et ça, j'aime beaucoup ce regard que les convertis ont. Parce que nous, quand on baigne dedans, il y a cette histoire de... Tu vois, on a voulu nous éduquer dans l'islam un minimum, plus ou moins proche et tout. Donc, c'est un peu bisounours, quoi. Donc, on nous propose une histoire très, très, très jolie. Mais c'est tellement violent, la réalité. Et souvent ils vivent cet islam très joli, comme tu dis, à la mosquée. Mais lui, quand il a vu ses parents, c'était pas joli. Donc, comment il se construit par rapport à un couple parental qui n'a pas été un couple amoureux, par exemple. Comment il crée son propre couple. Et ça crée des conflits internes incroyables à régler. Alors, il faudrait plusieurs podcasts pour éponger tout ça. Il y a une partie de ton livre qui m'a particulièrement bouleversée. J'avais déjà lu 2-3 trucs sur les constellations familiales. Et je sais l'impact de l'héritage. Je l'ai moi-même vécu sur des petits trucs, du genre, par exemple, moi, j'ai eu mes 2 premières filles en siège. Elles étaient en siège dans mon ventre. Donc, j'ai accouché en siège. Et en fait, ma mère aussi m'a accouché en siège. Tu vois, il y a des espèces de trucs comme ça qui... Et je suis sûre qu'il y a un lien psychologique, plus ou moins... Voilà, on y croit pas, c'est tout un truc. Mais j'avais déjà lu ce genre de choses, tu vois, notamment sur le vécu de tes grands-parents, comment ça t'impacte. Et encore plus loin. Arrière-grands-parents et tout, incroyable comment ça... C'est enraciné en nous, c'est même génétiquement ancré. Certaines douleurs sont génétiquement ancrées et tout. Et toi, t'en parles dans ton livre, tu parles de la formation qui t'a ouvert les yeux là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que les constellations familiales, ces connaissances-là, ce que ça apporte ? Alors, c'est pour ceux qui connaissent pas. C'est une forme de thérapie, on va dire, énergétique. J'espère ne pas dire de bêtises. Comme je me suis formé récemment, il ne faut pas que j'oublie mes cours. Et d'ailleurs, il faut que je revoie ça. Mais ça remet en scène, en tout cas, ça permet de projeter ce que tu as à l'intérieur, à l'extérieur de toi. Donc, différentes personnes vont pouvoir jouer même tes croyances, ton destin, ton passé, ton grand-père, ta grand-mère. Et quand ils rentrent dans le champ, dans cet espace où se joue la constelle, et ben là, étonnamment, ils vont avoir de l'information. On voit en physique quantique que l'information se balade dans l'espace et qu'elle est perçue à un niveau inconscient. D'ailleurs, le feeling, c'est ça un peu. Quand tu croises quelqu'un, tu ne sais pas pourquoi tu es attiré par lui. Tu remarquerais que le bourreau attire souvent les mêmes victimes et les victimes attirent souvent les mêmes bourreaux. D'ailleurs, dans notre vie, il y a des répétitions de scénarios. On attire à soi des gens parce qu'il y a des choses qui sont perceptibles à notre insu. Sans parler, bouger, juste autour de nous, comme ça. Bien sûr, il y a beaucoup d'informations qu'on a. Et dans cette constellation-là, dans ces moments-là, il va se rejouer des choses et on va pouvoir, en prendre conscience, 2, relâcher des tensions par rapport à ce qui se passe, dire ce qu'on a à dire, c'est des actes symboliques. Si tu joues ma mère et que je te dis tu m'as pas soutenu, je suis en colère contre toi, je relâche une colère qui est en moi, donc je relâche l'émotion, je relâche la colère, je rends l'émotion acquis de droit, je rends le paquet qui m'appartient pas pour retrouver plus de liberté. D'accord. Ok. Et on découvre des choses incroyables dans cet exercice-là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, toi, ce qui t'a posé question et ce qui t'a bouleversé dans ton cheminement ? Tu sentais qu'il y avait un truc à travailler, mais c'était pas ça qu'elle t'a fait travailler, la formatrice. Alors déjà, avant, moi, je vois la série Le Chemin de l'Olivier. On me dit, les constellations, c'est exactement pareil. Moi qui suis rationnel, je dis, c'est pas possible. Donc je vais tester. Je connais pas cette série. C'est une série qui parle de la constellation, qui a fait connaître la constellation, qui est magnifique. Ok. La saison, elle est extraordinaire sur Netflix. Okay. C'est une série turque. J'arrive là-bas, on explique comment ça se passe. Moi, je joue un grand-père. Et dès que je rentre dans le cercle, je sens une tristesse en moi. Donc tu joues pour quelqu'un. Ouais, je suis le grand-père de quelqu'un. Je sens une tristesse en moi. Que tu n'arrives pas à expliquer. Je sors du cercle, je vais me mettre contre le mur. Parce qu'on ne parle pas, mais on suit ce qu'on ressent. Tout simplement.
Et là, la thérapeute demande si le grand-père de la personne s'est suicidé, que je joue. Ce à quoi elle répond oui. Elle dit les gens qui sortent du cercle comme Cyril, c'est que les grands-pères se sont suicidés. Je n'avais aucune information avant. Alors, que les gens se rassurent, il n'y a pas de djinn ou quoi que ce soit. C'est juste que l'information est perceptible à un autre niveau. Oui. Je me dis, c'est incroyable quand même. Deuxième, je joue une grand-mère. Je vois mon petit-fils donc dans cet espace de jeu, dans cet espace où se rejoue, où se jouent les scènes. Et moi, j'ai envie de le suivre. Donc, je le suis. Je fais que le suivre. Je l'étouffe. Je le suis, je le lâche pas. Et sans parler. Sans parler. Celle qui est constellée dit les mères ont toujours agi comme Cyril, c'est-à-dire c'est les grands-mères qui ont pris la place des mères. Elle était exactement comme ça, ma grand-mère. Et j'en ai fait plusieurs, et à chaque fois, c'est la même chose qui se rejoue. Et me concernant, ce qui s'est passé, c'est que au niveau de mon arrière-grand-père, il y a eu un souci dans la constelle. Donc là, la thérapeute a interrogé, elle a fait tout son truc, son protocole et autres, et elle arrive à la conclusion qu'il y a peut-être eu un enfant illégitime avec un Allemand. Et ça m'a interrogé, ça m'a interpellé. Et tu sais que quand je suis revenu, moi, j'ai réintégré cette scène-là, j'ai senti que c'était vrai. J'ai pleuré. Et en me renseignant après, j'ai eu pas mal d'indices qui peuvent aller dans ce sens-là. Notamment un soldat allemand qui jouait avec l'oncle de mon père au tennis et qui l'a sauvé des Allemands quand les Allemands sont arrivés en Tunisie. Et il y a eu d'autres indices qui vont dans ce sens-là. J'ai même fait un test, comment on appelle génétique. Ça pour l'ADN. Ouais. Il y a un tout petit peu d'Europe de l'Est, incluant l'Allemagne, mais qui est hors sujet avec le reste, puisque tout le reste, c'est méditerranéen. Moyen-Orient, Afrique du Nord, Grèce, Italie, mais un tout petit peu. Et donc, cette dissonance-là, puisqu'elle est ressortie, en gros, hein, si on explique, ça a pu te rendre un peu dissonant sur il y a un truc qui restait comme ça, d'inachevé, une question que tu n'avais pas résolue. Totalement inconsciemment. Et donc, le fait de mettre en lumière ça, en fait, tu lâches ce truc-là. Tu relâches, tu t'apaises dans ton identité. Voilà. Parce qu'avant, c'est quelque chose que je cachais souvent. C'est un non-dit, ouais. C'est comme s'il y avait un truc qu'il fallait pas dire. Et moi, partout où j'allais, Cyril Lancard, on me demandait partout mon origine. Et plus je cachais, plus on me le demandait. C'est-à-dire qu'énergétiquement, les gens sentaient qu'il y avait un truc qui n'allait peut-être pas. Avec l'origine. Et c'est pas juste parce que tu étais un juif converti à l'islam. Ouais. C'était au-delà la preuve. Ça, partout. Mais parce Cyril Lancard, partout, on me demandait ton origine. Et la prof me disait, la constellatrice, parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui est lié à l'origine. Et le fait de m'apaiser là-dedans, de me relâcher, on me demande moins. Je m'accepte plus. Et si j'ai écrit ce livre, c'est aussi parce que j'ai fait ça. Bah avant. Oui, bien sûr. C'est incroyable. Et du coup, dans ta relation de couple, puisque je sais que cet héritage en fait familial, parfois des non-dits, dont on n'a pas les réponses, on le vit, c'est-à-dire que on porte, par exemple, le poids d'une difficulté de mon arrière-grand-mère, je le porte et je le sais pas. Et donc, je sais pas, je vais détester par exemple toutes les femmes qui ressemblent à ça ou qui ont fait du mal à ma grand-mère, j'en sais rien. Et dans la muqabala ou dans les rencontres, c'est pareil. Il se peut que certains types d'hommes me fassent peur ou ne me permettent pas d'y aller ou que j'ai pas du tout envie de me marier à cause de ce qui se serait passé il y a déjà 100 ans dans la constellation familiale. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça peut impacter le couple ? Et pourquoi c'est important de faire... Enfin, comment je sais que j'ai ce travail à faire, en fait ? Tu vois, parce qu'on va vers toi sur les constellations familiales, il y a plein qui vont nous écouter, qui vont dire « Ah, il y a peut-être un truc. » Mais comment je peux savoir qu'il y a un truc et comment ça impacte mes rencontres ou mon couple ? C'est très complexe parce que, encore une fois, on va dire quelque chose avec notre bouche et le cœur ou l'autre partie vont dire autre chose. Il y a une phrase qui dit « Les hommes font leur histoire, mais ils ignorent l'histoire qu'ils font. » Imagine, tu as grandi avec une mère qui a été frappée tout le temps, comme ça. Ben, tu vas la voir et tu vas te dire, mais moi, je ne mérite pas mieux. Si mon père, celui que j'aime aussi, l'a frappée, c'est peut-être qu'elle mérite d'être frappée et peut-être qu'elle est aimée comme ça. Et peut-être que l'amour, c'est aussi des coups. Et peut-être que plus on me frappe, plus on m'aime, en fait. Elle ne le dira jamais avec sa raison, ça. Bien sûr. Mais c'est une croyance inconsciente. Bien sûr. Et du coup, elle va chercher quelqu'un qui peut peut-être reproduire ce schéma par loyauté envers sa mère et envers son clan. Je n'ai pas le droit, moi, d'être heureuse ou d'être aimée différemment. Être aimé, c'est aussi ça. Et si ma mère a vécu ça, par fidélité à ma mère, je dois peut-être revivre la même chose et donc chercher le même bourreau. Ça, c'est inconscient. Et elle va attirer à elle, comme par hasard, le même bourreau qui va sentir la même chose, qui lui aura vécu l'inverse. Et les deux vont se rencontrer. Il y a des fêlures et c'est là où l'énergie rentre. Voilà. Incroyable. Et là, tu le dis très concrètement, mais ce qui est un peu dingue, c'est que parfois, ça va... C'est-à-dire... c'est pas ma mère tout de suite que j'ai vue qui s'est fait taper. C'est peut-être ma grand-mère qui s'est fait taper et je le savais pas. Et il y a ma mère qui le sait mais qui l'a jamais dit, par exemple. Et donc je l'ai en moi quand même.
le fait d'attirer justement cette énergie qui va attirer à moi un homme qui va pas me traiter correctement et tout. C'est une loyauté invisible. C'est ça, c'est une loyauté invisible, mais pour ne pas sortir de mon clan, je vais reproduire. Oui, parce que ce qu'il y a de plus important pour nous, c'est d'être accepté par les siens, d'être aimé. C'est la plus grande peur, c'est d'être abandonné, d'être rejeté. C'est terrible, ça. Et ça commence par son clan. Et c'est pour ça que des gens se conforment à des récits dominants parfois horribles. Exemple, je suis juif. Comme je suis juif, mes parents aiment Israël, sont sionistes, aiment Netanyahou. Par peur d'être rejeté, je vais abandonner toute critique, je ne vais même pas voir les meurtres en face et je vais suivre le récit dominant. Et là, c'est terrible, effectivement. Donc, on suit son clan et parfois, on peut s'opposer en allant à l'inverse aussi, mais en s'opposant totalement, on reste dépendant quand même du clan. Tout à fait. Ce que je dis souvent, quand on vit en réaction, en fait, ça, je le vis avec des personnes qui vont me dire, par exemple, moi, je suis kabyle, je veux surtout pas un kabyle, je veux tout sauf un kabyle, tu vois. Je dis, tant que tu réagis en réaction, quand t'es, pas quand tu, je dis n'importe quoi, je recommence. Tant que tu agis justement contre ça, c'est-à-dire tout sauf un kabyle, il y a une partie de toi, puis dépendance du modèle, et il y a une partie de toi que tu rejettes en fait, puisque tu es kabyle. Donc il y a quelque chose qui a à régler d'abord, et après tu pourras dire peut-être oui, j'ai une préférence pour telle et telle chose, tel et tel profil d'homme, tu vois. Mais souvent on se rend pas compte à quel point on se dit je suis sortie du schéma parce que je suis contre mon clan. Et en fait t'es toujours dépendant, t'es toujours lié au clan. C'est ça, t'es toujours lié au clan. De toute façon, tu restes toujours relié au clan. Mais il y a 4 étapes, de toute façon, même dans le mariage, ça peut être intéressant de voir ça, de construction de la personnalité. Il y a l'imitation. Au départ, t'imites tes parents. Et des choses super intéressantes à garder. Donc, on peut poursuivre cette imitation. Puis, il y a aussi après de la soumission. Je me soumets à ce qu'ils disent. Là, j'accepte de manière docile parce que je me rends compte que si j'accepte pas, je risque d'être violenté ou d'être exclu. Puis après, il y a l'adaptation. En m'adaptant à ce schéma-là, je vais développer des ressources, une personnalité, un style pour m'adapter. Et après, je vais m'opposer à l'âge de l'adolescence, à tout ça. Il y a 4 types Il faut passer par ça tout le temps. Passe par ça. On passe par ça et on garde ça en nous. Parfois, on s'oppose, parfois, on imite, parfois, on se soumet. Et il y a une 5e étape qui est celle où on se libère un peu, c'est celle de la création. Donc on crée un nouveau modèle. On essaie de créer un nouveau modèle à partir de tout ça. Parce qu'on ne le crée pas ex nihilo, on élabore à partir d'un modèle existant pour être davantage libre. Mais si tu n'as pas conscience de tout ça, tu vas projeter sur l'autre tes propres schémas. Et tu sais, il y a des émotions élastiques. C'est-à-dire que je te fais un truc et ça ramène le passé dans le présent et tu vas réagir de manière disproportionnée. Et des fois, tu dis un truc à quelqu'un, il surréagit, tu es en train de pleurer. J'ai juste voulu te dire ça. Mais en fait, en lui, ça fait écho à son histoire ancienne. Donc sinon, on ne va pas voir toutes ces blessures, toutes ces fêlures, toute cette histoire. Le problème, c'est qu'on peut être soumis à des forces plus grandes que nous et donc possédé par son histoire. C'est vrai. Et c'est ça le vrai travail, c'est de gagner des espaces de liberté. Et la constelle, c'est un outil parmi d'autres. D'accord. Donc en vrai, c'est toujours utile d'aller travailler un peu ça. Pour moi, c'est indispensable. Honnêtement. On devrait le faire tout le temps. Non, pour moi, c'est indispensable. Pourquoi on veut que les autres soient comme nous ? Parce qu'on ne se connaît pas assez. Quand tu fais de l'énéagramme ou tout ce qui est connaissance de soi, tu sais que toi, tu es tel profil, tu vois que en fait... Ça te fait peur, la différence. En fait, tu veux pas être confronté à quelque chose de différent parce que tu te connais pas, donc tu essayes juste de... Ou tu penses que c'est ta norme, tu penses que ta manière de réagir, tout le monde va réagir comme ça. Mais pourquoi tu réagis comme ça ? Ma norme à moi n'est pas la tienne. Et quand tu apprends que ta norme, c'est ta norme, tu acceptes que l'autre ait une norme différente. Bien sûr. Et là, tu peux accepter l'autre. Ah, l'autre, il est hyper rationnel, l'autre, il est hyper comme ça. Ok, c'est son décodeur, c'est ses filtres. C'est tellement plus facile de communiquer quand tu sais tout ça. Ah oui, mais on a besoin de cours. Mais c'est pour ça que ce monde théorique dans lequel on baigne est totalement délié de la réalité. Moi, je me rappelle, quand je faisais des cours de théologie, justement, enfin de religion et autres, pour finir là-dessus, sur ça, une fille, moderne et tout, hyper intelligente, un travail, tu sais, bac plus... quand les gens rentrent dans la religion, ils mettent leur cerveau de côté, t'as l'impression. Elle va se marier avec un mec, ils se rencontrent, ils se posent des questions, mais des questions en plus hyper théoriques. Et le jour où ils se marient, ils sont ensemble, rien ne va mal, mais rien ne va bien, pas de feeling. T'es avec un étranger, ça va pas. Donc il fait rien, mais ça va pas. Et ils ont divorcé aussitôt. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas justement ces gens qui font le pont entre les deux et qui parlent vrai aussi. Tu vois, arrête de... On va parler vrai, allez, venez, on parle vraiment, on arrête le blabla, là, on est entre nous. Okay, on joue pas un rôle, parce qu'en fait, ils ont joué un rôle et ils ont joué un rôle de très, très superficiel, très, très théologique. C'est que le masque du religieux, mais le masque du religieux, tu l'as un petit moment, mais les autres masques, ils sont aussi présents, et il faut parler d'eux aussi. Et oui, il faut les connaître pour savoir si c'est ça avec quoi. Souvent, je dis, il faut bien connaître les défauts des uns et des autres pour savoir si c'est des défauts qui sont supportables pour moi.
Exactement. En fait, c'est plus une connexion de défauts. Les deux, s'ils arrivent à supporter les défauts, c'est OK, parce qu'on va toujours, comme tu dis, aimer les qualités de l'autre. C'est facile, c'est toujours facile. Ouais. Mais il y a des choses, par contre, qui sont insupportables. Et rien que d'être juste... les deux personnes-là, peut-être qu'il n'y avait pas des défauts importants ou de la méchanceté ou autre, mais c'est juste pas compatible, c'est tout, dans le caractère. Ou pour reprendre un truc qui peut être intéressant à dire, quelqu'un qui a été abandonné, elle va se dire, bon, j'ai été abandonné, je mérite d'être abandonné. Bah, sûrement que ma mère ne m'aimait pas assez, donc... Qui va m'aimer qui va m'aimer, et elle va rencontrer des gens avec qui elle va être en dépendance affective, hyper gentils pour pas qu'ils les abandonnent, mais à chaque fois elle va revivre le même scénario. Oui, le même schéma. Le même schéma parce que le cerveau est adapté à ça, parce que c'est un récit dominant à l'intérieur, parce que c'est ce qu'on connaît, donc on rejoue le même schéma tant qu'on va pas rencontrer la blessure. Et les blessures, on peut notamment les rencontrer à travers les constellations familiales ou de la thérapie, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est très important pour moi. Très, très important, je suis d'accord. En tout cas, ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, c'est si le mariage, si tu essayes de te marier depuis un moment, ou même si tu es dans ton couple pas très bien, et que c'est toujours les mêmes schémas qui se répètent, là, il faut aller creuser, il faut trouver des professionnels parce qu'il y en a pas mal, et ça aide énormément et c'est transformateur. Et tu sais, en dépolarisation, pour avoir une version équilibrée, c'est une méthode extraordinaire qui s'appelle Pierre David, qui a élaboré Pierre David, parce qu'on n'invente rien, on prend toujours des... Bien sûr. Quand t'aimes trop quelque chose, il dit toujours c'est quoi les inconvénients. Et quand t'aimes pas, il dit c'est quoi les avantages. Pour rééquilibrer hormonalement, énergétiquement. Quelqu'un qui veut se marier, demande-lui c'est quoi les inconvénients de se marier. Et là, il va te sortir une liste de 50 choses et il va se rendre compte lui-même que peut-être qu'il n'est pas en phase vraiment avec ça. Tout à fait. Et qu'il n'est pas prêt à payer le prix. Quand tu veux vraiment un truc, moi j'ai écrit ce livre-là, je sais pas combien de temps t'as mis à l'écrire, j'ai passé 10 mois, entre 1 heure et 4 heures par jour. J'étais prêt à payer le prix. Parce que je le voulais vraiment. Mais des fois, on veut un truc avec la raison. Il y a d'autres parties qui veulent pas. C'est quoi l'inconvénient ? Perte de liberté, perte de temps. C'est ça. Et quand tu arrives à faire le point, c'est que c'est pas pour maintenant. Mais il faut se poser ces questions. Et se connaître et avoir des gens qui t'aident à le sortir. Mais c'est ça. Il y a des gens qui savent t'aider à le sortir. Et le problème de beaucoup, notamment des hommes, c'est que aller en thérapie et tout, c'est la force de reconnaître sa vulnérabilité, de se dire j'ai peut-être un problème, je vais travailler dessus. Et reconnaître ça, c'est énorme déjà. Qui va te dire ça ? C'est vrai. On se prend tous pour. Moi, quand on commence à me dire, tu sais, j'ai dit un truc en interview, je dis vite fait, s'il vous plaît, ne dites pas Machallah, le frère, il est converti. Commencez pas. En interview, 40 000 vues avec Thomas Bilel. Je fais, s'il vous plaît, vous savez pas qui je suis, vous savez pas ce que je vis à l'intérieur. Arrêtez l'extase du converti. Oui, c'est vrai. Machallah, il y a la lumière sur son visage. Oh là là. Je suis pas le barbu qui vient de là, qui a fait des études, je sais pas où, en Syrie ou je sais pas quoi, qui revient tout ça. Je suis musulman, c'est tout. Voilà. Et je fais du mieux que je peux. Et être qui fait l'ange fait la bête, comme disait Pascal. C'est vrai. Si tu veux côtoyer les anges, commence à connaître tes démons. Tout à fait. On va rester sur ça, Cyril. Merci infiniment pour ton invitation. Non, c'était passionnant, mais voilà, je m'y attendais avec toi. Je savais qu'on allait aller profondément dans les sujets. En tout cas, je redonne le nom de ton livre, Fils d'Abraham. Pour celles et ceux qui pour dire le sous-titre, parce que c'est ça qui est... le sous-titre, c'est La quête, oui, c'est vrai, tu as raison, c'est très important. Et finalement, ça rejoint ce que tu nous as dit aujourd'hui. La quête inaboutie d'un juif devenu musulman, donc de Cyril Lankar. J'en profite pour vous dire aussi, parce que je ne parle jamais de mon livre, Cyril me l'a fait remarquer. Donc, Les hommes viennent du bled et les femmes de Dubaï, c'est le titre de ce podcast. Et il y a quelques... mon Kabbalah pépite là-dedans. Voilà, merci beaucoup Cyril, à bientôt. Salam alaikum, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et commentez, posez-nous des questions, on vous répond. Salam alaikum.